Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Décryptage sur Prime News TV. Lancée officiellement en septembre 2021, la réforme de la décentralisation a pris corps effectivement en avril 2022. 3 ans après, le chef de l'État, Patrice Talon, a réuni tous les acteurs lors d'un séminaire au Palais de la Présidence pour évaluer le chemin parcouru et améliorer la réforme. De l'autre côté, la Sénat, quant à elle, affûte ses armes pour une organisation réussie des élections générales de 2026. Et pour parler de ces actualités, je reçois pour vous Koshimo Bongbadji. Il est éditorialiste à Afrique sur 7. Koshimo, bonjour. Parfait, bonjour et bonjour à tous les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3 ans après la réforme du système de la décentralisation, le chef de l'État a voulu évaluer le chemin parcouru. Vous, de votre position d'analyste, quelle est l'appréciation globale que vous faites de cette réforme politique? Alors si 3 ans après, le président a jugé opportun donc de réunir les acteurs, c'est forcément parce que tout n'est pas rose, c'est pour essayer donc de corriger ce qui ne va pas. En 3 ans, on a eu beaucoup de plaintes, on a eu des SE qui ont démissionné, on a eu donc des SE qui ont été révoqués, et je pense que une réforme c'est pour corriger des failles. Donc si on met en œuvre une réforme qui finalement crée d'autres problèmes, je suis d'accord qu'il faut donc s'arrêter, évaluer le chemin parcouru et puis proposer des solutions pour la suite. Ce qui est sûr, tout n'a pas été rose, mais tout n'a pas été aussi noir. Peut-être dans le développement, on va revenir. On a vu par endroits des SE qui ont eu de mésententes avec les maires au point où ils ont été obligés de démissionner. On en a vu qui ont été révoqués du fait de la mauvaise gestion. Alors qu'au début, au lancement de cette réforme, le ministre de la décentralisation disait que le politique gérait mal le marché public, gérait mal l'administration, gérait mal les infrastructures. C'est pourquoi il fallait recruter des techniciens pour gérer l'administration communale. Est-ce qu'aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé en 3 ans, il n'y a pas lieu de remettre quelque part en cause cette réforme-là? Oui, forcément, il faut la remettre en cause et justement corriger, parce que quand on dit que le politique gère mal donc les marchés publics, dans les histoires de corruption et autres, et que finalement on a des SE aussi qui se retrouvent épinglés par l'autorité donc de régulation des marchés publics, finalement on se dit la réforme n'est peut-être pas la solution. Et moi je pense que à la base, on a mal posé les bases. Soit c'est que les acteurs n'ont pas bien compris la réforme, mais tout de suite on a vu une sorte de contradiction, une guerre de leadership entre maires et SE, à telle enseigne que dans certaines communes, il y a des SE qui se sentent pratiquement supérieurs aux maires. Et vous savez, le politique, ce n'est pas quand il est habitué à avoir la même mise sur tout et que du jour au lendemain, on lui donne l'impression. Et je me rappelle, lorsque le président expliquait la réforme au maire, on a eu un mec quand même qui a lâché, laissez-nous notre budget. Yeah. C'est ça, la pomme de discorde, c'est ça. Donc, ce qui crée des situations conflictuelles, l'argent. Il faut dire les choses clairement. Donc, aujourd'hui, les maires ne sont plus ordonnateurs et n'ont plus la main sur le budget. Aujourd'hui, quand ils ont des projets, quand ils ont des idées, il faut soumettre, et le SE est en position de tout puissant. Je pense que ce sont des aspects qu'il faut clarifier. Mais vous dites que le SE est en position de tout puissant, mais en même temps, la réforme a prévu un conseil de supervision qui est présidé par le maire, auquel le SE fait partie. Est-ce que le maire, ses adjoints ne sont pas en quelque sorte des supérieurs, même si la loi dit que le SE a sa hiérarchie ailleurs, qu'ils n'ont pas de rapport hiérarchique avec le maire, mais le système le conseil de supervision, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un système pour contrôler le SE? Oui, j'allais en parler et dire que c'est vrai que dans la forme, on a l'impression que le politique a été réduit et sorti pratiquement du système, mais en réalité, le politique a toujours la main. Parce que je crois qu'on a déjà vu, dernièrement, on a vu dans une mairie où le conseil de supervision, qui est constitué donc du maire, de ses adjoints,
ont fait un rapport pour dire, pour insuffisance donc de résultats, ils demandent donc que le SE soit révoqué. C'est vrai qu'en dernier ressort, c'est la préfecture ou encore le ministère donc, de la décentralisation qui va décider. Mais lorsque le maire et ses adjoints et les conseillers communaux disent que le SE ne fait pas les choses comme cela se doit avec des preuves à l'appui, forcément le SE n'est pas en bonne posture. Donc, quelque part, le SE n'est pas forcément tout puissant. C'est vrai que dans l'opérationnel, voilà, dans l'opérationnel, il est tout puissant, il faut le dire comme ça. Mais après, derrière, il y a le politique qui est toujours là. Le SE n'est-il pas pris entre, comment le dire, le marteau et l'enclume quand on sait qu'il a des relations fonctionnelles avec le maire, mais de l'autre côté, sa hiérarchie, c'est au palais de la présidence et il y a des auditeurs qui viennent régulièrement pour voir comment ça fonctionne, alors que le maire se prend de l'autre côté. Est-ce que le SE n'est pas dans une position inconfortable dans cette affaire? Oui, très inconfortable. Et la solution, c'est de parvenir donc à résister, surtout à la pression politique. Et après, parce que il va rendre compte de l'autre côté, forcément. Donc, s'il il cède à la pression politique au niveau communal, après, il sera seul donc à répondre devant des auditeurs. Et je pense que c'est ça qui crée donc le problème. Les maires qui veulent toujours avoir la main, les maires qui veulent toujours imposer des choses, mais en même temps, le SE, lui, il n'est pas tenu donc de céder tant que ça ne respecte pas donc son cahier de charge. On est béninois, on se connaît, le chef de l'État a réuni et les maires, et leurs adjoints, et les SE, et les préfets au cours d'un séminaire et demande à chacun de se vider. Est-ce que vous êtes sûr que les gens doivent être sincères au cours de ce séminaire-là? Parce que quand on voit son maire à côté, est-ce que le SE peut avoir le courage de dire exactement ce qui se passe ou il faut penser autrement ce séminaire-là pour permettre aux gens de vraiment dire ce qu'il y a afin de mieux corriger le tir? Oui, je pense qu'il faut penser autrement. Il faut trouver un système de plainte pour que les gens puissent donc... on a vu des SE qui ont démissionné avec de longues lettres de démission où beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai, malheureusement, on n'a pas eu de suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, au niveau des communes, entre maires et SE. Et je pense qu'il faut trouver un autre système parce que, comme vous le dites, dans un séminaire comme ça, ce n'est pas évident que les gens puissent s'exprimer correctement, que les gens puissent donc dire ce qu'ils pensent. Et moi, c'est vrai que on va rester positif et faire de bonnes perspectives. Mais je crains pour cette réforme-là. Je ne sais pas si après le président, si après le gouvernement actuel, je ne sais pas si ça va suivre. On a vu dans certaines communes des maires qui ont carrément croisé les bras pour dire bon, moi je ne gère plus rien, c'est le SE qui gère tout, la réforme nous a mis au garage. Est-ce que c'est la bonne posture à adopter par des maires qui ont été mandatés, élus par le peuple pour développer, sinon faire développer la localité? Ce n'est pas la bonne posture parce que le SE, lui, il ne reviendra pas 4 ans après demander le vote des populations, impossible. Et pour le moment, on est dans un contexte où, voyez, les populations regardent toujours le maire. Quand il y a un problème à régler, quand il y a un problème de développement, c'est le maire et son bureau, c'est le maire qui est indexé. Donc, les maires n'ont pas intérêt. Et ça, je peux appeler ça un mouvement d'humeur. Vous voyez, on est frustré, c'est-à-dire les maires se retirent pensant qu'ils font mal au SE ou ils font mal donc au gouvernement, mais en réalité ils se font du mal. C'est vrai que on est encore dans un pays où bon, après les populations ne votent pas forcément sur un bilan, mais je pense que ça peut compter, ça peut compter. La réforme, ça a été pensé par des experts, rédigé par des experts et présenté au maire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, comme le président de la République a commencé, d'associer tous les acteurs pour écouter, voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire, comment il faut partir pour réécrire, repenser cette réforme-là pour le bonheur de toute la population? Oui, forcément, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des points à clarifier entre le maire et le SE. Qui fait quoi? Qui ne fait pas quoi? Enfin, au début, on a vu dans des communes où c'est le SE qui sort une note pour convoquer le conseil communal. Ouais. C'est le SE qui adresse des lettres d'explication. Finalement, ça dit, on a besoin d'être clarifié. Qui fait quoi au sein donc de l'administration et qui ne fait pas quoi?
Je pense que ça va être déjà le début de solution. La collaboration entre les SE et les anciens agents des mairies, voilà aussi une autre pomme de discorde où certains agents qui maîtrisent bien les rouages du fonctionnement des mairies sont allés croiser les bras pour laisser les SE et tous ceux qui ont été affectés pour les laisser faire. Est-ce que finalement ce ne sont pas nos communes qui sont en train de perdre dans cette affaire de réforme? Forcément, lorsque vous prenez le plan domanial, on est d'accord que dans nos communes, on a des gens, des agents qui sont là depuis des années, qui maîtrisent le territoire, qui maîtrisent ici. Et lorsque vous envoyez quelqu'un qui est toujours resté à Cotonou, vous l'envoyez à Malanville pour aller gérer le service domanial, forcément, il a besoin donc des gens au sein de l'administration, des gens qui sont là depuis des années. Mais si, parce que ces gens-là ont été, c'est pas nommés ou recrutés par des maires qui aujourd'hui se retrouvent en position de frondeur, et que ceux-là aussi croisent les bras, forcément, ce chef-service aura de problèmes. La réforme s'étend désormais aux arrondissements où les secrétaires administratifs d'arrondissement ont été aussi nommés. Donc, le système de décentralisation est en train de laisser de place au système qu'on connaît avant la décentralisation. C'est en train de dire quelque chose. Oui, et je pense même qu'on peut aller encore plus bas au niveau donc des chefs quartiers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chefs quartiers qui sont dans d'autres... comment on dit, dans d'autres professions, qui ont d'autres occupations et qui sont presque jamais là. Donc, si on va un peu plus bas et que on décide désormais, le CQ peut avoir un secrétaire qui est envoyé par donc le gouvernement central. Je pense que ça peut encore mieux régler les choses. Et même au niveau donc de nos arrondissements aussi, je pense que c'est tout à fait justifié. D'accord, nous allons passer à un autre sujet. La Commission électorale nationale autonome est en train de s'activer pour le succès des élections générales de 2026. D'abord, ils ont lancé le jeudi passé la plateforme e-learning pour former tous les acteurs impliqués dans le système électoral. Votre avis sur cette avancée numérique de la Sénat? Oui, je pense que c'est un aspect très positif. Et il faut dire que depuis quelques années déjà, la Sénat essaie donc de digitaliser son système, de numériser. Je pense que ça fait un moment déjà que les gens peuvent soumettre leur dossier de candidature sur le site de la Sénat. Ça fait déjà un moment qu'on peut avoir accès aux résultats, aux résultats des différentes élections en ligne. Aujourd'hui, la nouvelle plateforme ou les deux nouvelles plateformes lancées par la Sénat, je les trouve également utiles parce qu'on nous parle de e-learning qui va permettre donc de former les différents acteurs impliqués, qui va permettre donc de former les agents électoraux, et l'autre plateforme aussi dédiée aux délégués, des représentants donc des partis politiques, des agents électoraux aussi. Donc je pense que c'est assez intéressant. La Sénat se modernise et on ne demande que ça en 2025. En 2026, il y aura les élections générales d'abord en janvier, les élections législatives, les élections communales. Les partis politiques se plaignent souvent du fait qu'ils n'ont pas accès aux fichiers de dépouillement pour pouvoir faire des réclamations. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'envoyer leurs délégués dans les bureaux de vote via une plateforme et de suivre en temps réel les compilations. Est-ce qu'il y aura désormais moins de plaintes, moins de frustration après les élections? Oui, je pense que c'est un système qui va permettre donc à tous de suivre comment est-ce que les choses se passent, parce qu'on est en ligne et ce n'est pas évident que quand ça se passe en direct et en ligne, c'est vrai, la technologie aussi a ses caprices, on peut avoir des bugs, mais je pense que c'est une solution qui peut donc permettre de comment on appelle, de réduire les frustrations, de réduire les plaintes. Parce que, comme vous le dites, quand les partis envoient leurs délégués sur le terrain, après on a des plaintes, soi-disant, à la fin, ils n'ont pas eu de PV, ils ont eu des difficultés
tout ce qui tourne autour. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit, en tout cas, si le système mis en place marche bien, je pense qu'on doit désormais conjuguer ces plaintes-là au passé. Mais à la Sénat, il n'y a pas le représentant de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein à cette réforme-là que la Sénat est en train d'entreprendre? Parce qu'il y a forcément derrière l'écran qui gère toutes les données qui seront envoyées. Oui, à la Sénat, on a une partie politique, et enfin, je veux dire une équipe politique, et on a une équipe technique. Donc la Sénat, moi je vois l'institution en deux parties. Une partie donc qui est constituée d'acteurs politiques qui sont pas forcément des techniciens, et une autre partie donc qui est composée donc des techniciens. Donc et puis ce n'est pas la première fois que on va aller à une élection. Je pense que les législatives passées, l'opposition n'avait pas donc de représentants, mais elle a quand même participé, et aujourd'hui elle est à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la Sénat, et puis on verra dans la suite comment ça va se passer. C'est vrai que la plupart des acteurs ont salué cette révolution numérique de la Sénat, mais certains restent réticents quant à la transparence des élections générales qui s'annoncent. Est-ce que vous partagez l'avis de ces gens-là qui demeurent réticents? Oui, je pense qu'il y a de quoi. Il y a de quoi être réticent, il y a de quoi exprimer donc des inquiétudes. On est quand même à quelques mois déjà donc des échéances. Et si les choses doivent changer, je pense que ça dépend du politique. Et malheureusement, ceux qui se plaignent n'ont pas une certaine majorité pour donc renverser la tendance. Et moi, je pense que il faut peut-être continuer les discussions. Et je veux notamment parler donc de l'opposition, qui aujourd'hui quand même est en train d'avoir un début de satisfaction à ces revendications. Le gouvernement a décidé donc de mettre les moyens pour l'audit donc du fichier électoral. Et moi j'ai dit au début, ça peut être aussi un piège. Bien sûr. Ça peut se retourner après contre l'opposition, parce que si on audite le fichier électoral et qu'il y a des trucs à corriger, on corrige tout. Vous êtes d'accord avec moi qu'en 2026, l'opposition ne serait plus donc crédible si elle vient nous dire il y a eu fraude parce que le fichier électoral n'est pas fiable. Donc je pense qu'il y a un début donc de solution à tout ça. Aujourd'hui, ils ont les moyens pour auditer le fichier. On attend donc le rapport pour voir ce qui est à corriger et ce qui n'est pas à corriger. Début de solution, début de satisfaction pour les partis de l'opposition, mais aussi la formation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Alors, quelle est l'arme magique que la Sénat doit mettre en place pour obliger tous ceux qui désireraient participer à cette élection-là à aller suivre la formation sur sa plateforme pour que cette plateforme conçue certainement à grands frais ne soit pas finalement inutile? Non, je pense qu'il faut déjà communiquer, expliquer donc la pertinence de cette réforme, et après les gens, ceux qui sont intéressés viendront forcément, mais je pense qu'il faut déjà faire un travail de communication, un travail d'explication, et amener les gens à comprendre la pertinence donc de cette réforme. Il y a aussi des zones qui ont difficilement accès à l'Internet. Ceux-là seront certainement exclus de cette formation e-learning. Oui, je pense que la CEDA peut trouver peut-être des alternatives, parce qu'effectivement, il y a des zones très reculées qui n'ont pas un accès à Internet comme cela se doit. Ceux-là peuvent donc se retrouver en difficulté. Et déjà même, je pense que lorsque c'était possible de soumettre les dossiers de candidature en ligne, les agents électoraux, il y avait déjà de ces genres de plaintes, des gens qui se retrouvent dans des zones très reculées, qui n'ont pas accès à Internet et tout. Je pense que la Sénat peut trouver une alternative, parce que déjà avant, les formations s'organisaient en présentiel. Donc si après une étude, on estime que dans telle ou telle localité, les gens peuvent avoir des difficultés à suivre les cours en ligne, la Sénat peut organiser des cours en présentiel. La Sénat peut donc organiser des cours en présentiel pour des habitants des zones difficiles d'accès à Internet. Koshimo Ngbaji, merci d'être venu sur ce plateau. Chers amis internautes, merci à vous aussi de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro.